Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel espace de réflexion partagée. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une sensation que nous avons tous éprouvée, ce moment précis. Souvent au milieu de la nuit ou au détour d'une conversation difficile, où l'on se dit « si seulement j'avais su cela plus tôt ». C'est une phrase qui porte en elle le poids des regrets, mais aussi la lumière de l'expérience. C'est exactement ce sentiment d'urgence et de vérité que nous allons explorer ensemble à travers les écrits du Dr Gordon Livingstone. Ce n'est pas un livre de recettes pour le bonheur, c'est plutôt une carte pour naviguer sur le terrain accidenté de l'existence. Une carte dessinée par un homme qui a vu le pire de l'humanité à la guerre, qui a écouté les douleurs de milliers de patients. Et qui a survécu à la perte inimaginable de 2 de ses fils. Commençons notre voyage par une métaphore fondamentale, celle de la carte et du territoire. Imaginez un jeune lieutenant, perdu dans les forêts de Fort Bragg. Cherchant désespérément une colline qui figure sur sa carte mais qui reste introuvable dans la réalité. C'est une situation que Livingstone a vécue. Lorsqu'il a fait part de sa confusion à son sergent, celui-ci lui a répondu avec une sagesse implacable, « Mon lieutenant. Si la carte ne correspond pas au terrain, c'est que la carte est fausse. » Cette phrase, d'une simplicité désarmante, est peut-être l'une des leçons les plus difficiles à intégrer dans nos vies psychiques. Nous passons notre temps à naviguer dans la vie avec des cartes mentales obsolètes, héritées de notre enfance, de nos parents. Ou de nos traumatismes passés. Nous croyons que si nous sommes gentils, le monde sera gentil en retour, ou que si nous nous inquiétons suffisamment, nous pourrons empêcher le malheur d'arriver. Et lorsque la réalité et le terrain nous contredisent, au lieu de jeter la carte, nous nous obstinons, nous nous mettons en colère contre la réalité. Accepter que notre vision du monde puisse être erronée est la première étape vers la guérison. Car c'est dans cet écart entre nos attentes et la réalité que naissent la plupart de nos névroses. Cette idée nous conduit naturellement vers une autre vérité brutale, souvent difficile à avaler, nous sommes ce que nous faisons. Et non ce que nous disons, ni ce que nous pensons, ni même ce que nous ressentons. Dans notre société moderne, nous sommes noyés sous les mots. Nous jugeons les gens, et nous-mêmes, sur des intentions. Je ne voulais pas te blesser, je vais changer, je t'aime. Mais Livingstone nous rappelle avec une clarté chirurgicale que les mots, s'ils ne sont pas soutenus par des actes, sont souvent des mensonges. Parfois même des mensonges que nous nous racontons à nous-mêmes pour préserver une image flatteuse de notre ego. Combien de fois avons-nous été trahis par quelqu'un qui nous promettait la lune? Ou pire, combien de fois nous sommes-nous trahis nous-mêmes en promettant de changer de vie sans jamais faire le premier pas? La réalité est que le meilleur prédicteur du comportement futur est le comportement passé. C'est une pilule amère, car elle nous prive de l'excuse des bonnes intentions, mais c'est aussi une libération. Si nous voulons savoir qui nous sommes vraiment, il suffit de regarder ce que nous avons fait hier, et avant-hier. Et si cette image ne nous plaît pas, la seule façon de la changer n'est pas de penser différemment, mais d'agir différemment. Cependant, agir différemment est une tâche titanesque, car nous nous heurtons à la force d'inertie de nos habitudes et de nos émotions. Il est fascinant, et tragique, de voir à quel point il est difficile d'éliminer par la logique ce qui n'a pas été mis en place par la logique. Nos comportements les plus destructeurs sont souvent enracinés dans des besoins émotionnels profonds et irrationnels. Prenons l'exemple de ces schémas répétitifs où nous choisissons toujours le même type de partenaire toxique. Où nous nous sabotons professionnellement juste au moment où le succès est à portée de main. La logique nous hurle d'arrêter, mais une force souterraine nous pousse à continuer. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, nous préférons souvent le malheur familier à l'inconnu. L'inconnu est terrifiant. Changer, c'est accepter de perdre le contrôle, c'est accepter de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est pourquoi tant de thérapies échouent ou tant de résolutions de nouvel an s'évaporent. Nous essayons de combattre des dragons émotionnels avec des épées en carton faites de rationalité. Pour changer, il faut d'abord comprendre quel besoin émotionnel, même tordu, notre comportement actuel satisfait. Peut-être que notre anxiété nous donne l'illusion de contrôler l'incontrôlable. Peut-être que notre dépression est une manière de nous retirer d'une compétition où nous avons peur de perdre. En parlant de contrôle, c'est un thème central qui revient inlassablement dans l'expérience humaine. Nous vivons dans l'illusion que nous pouvons contrôler notre destin, les sentiments des autres, et même le cours de la vie. Livingstone aborde ce sujet avec une lucidité née de la tragédie. Il nous rappelle que la personne la moins anxieuse est celle qui a le plus de contrôle, non pas sur les autres, mais sur elle-même. Dans les relations amoureuses, par exemple, nous voyons souvent des luttes de pouvoir épuisantes.
Le mariage, ou toute relation à long terme, devient un champ de bataille où chacun essaie de modeler l'autre pour qu'il corresponde à ses attentes. Mais l'amour, le vrai, n'est pas une question de contrôle. C'est, au contraire, une question de vulnérabilité. Aimer, c'est donner à quelqu'un le pouvoir de nous détruire, en ayant confiance qu'il ne l'utilisera pas. C'est terrifiant. C'est pourquoi tant de gens choisissent des relations superficielles ou se blindent derrière une armure de cynisme. Ils veulent l'amour sans le risque. Mais comme le souligne Livingstone, le bonheur est le risque suprême. On ne peut pas s'anesthésier contre la douleur sans s'anesthésier aussi contre la joie. Si nous refusons de risquer notre cœur, nous garantissons notre sécurité, certes, mais nous garantissons aussi notre solitude. Cette solitude, d'ailleurs, est souvent exacerbée par notre quête de la perfection. Nous vivons dans une époque qui nous vend l'idée que tout peut être optimisé, notre corps, notre carrière, notre partenaire. Nous cherchons, l'âme sœur, comme si c'était un produit fini à dénicher sur une étagère. Et non une relation à construire avec patience et tolérance. Le mythe du « parfait étranger » qui viendra nous sauver est l'un des plus destructeurs qui soit. Il nous pousse à rejeter des relations réelles, imparfaites mais vivantes, au profit d'un fantasme. Livingstone nous met en garde, la perfection est l'ennemi du bien. Ceux qui cherchent la perfection finissent souvent seuls, ou perpétuellement insatisfaits. La capacité à tolérer l'imperfection, chez soi et chez l'autre, est peut-être le signe le plus sûr de la maturité émotionnelle. C'est accepter que la vie est un mélange désordonné de moments sublimes et de difficultés banales. Et que c'est précisément dans ce mélange que réside sa beauté. Mais comment naviguer dans ce désordre sans perdre le cap? Livingstone évoque souvent l'importance de se poser les bonnes questions. Au lieu de nous demander obsessionnellement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Une question qui mène souvent à la victimisation et à la passivité, nous devrions nous demander « Et maintenant, que vais-je faire ?» Le passé est un pays étranger où nous ne pouvons plus habiter. Pourtant, beaucoup d'entre nous y construisent des résidences secondaires luxueuses, ressassant nos traumatismes d'enfance ou nos gloires passées. Il est vrai que nos blessures d'enfance nous façonnent, mais elles ne doivent pas nous définir pour l'éternité. Il y a une différence cruciale entre comprendre son histoire et s'en servir comme excuse. Livingstone est très critique envers cette tendance moderne à pathologiser chaque trait de caractère ou chaque difficulté de la vie. Nous donnons des étiquettes médicales à la timidité, à l'agitation, à la tristesse. Comme si c'était des maladies à éradiquer plutôt que des parties intégrantes de l'expérience humaine. En faisant cela, nous nous déresponsabilisons. Si je suis malade, je ne suis pas responsable. Mais la santé mentale, selon Livingstone, c'est justement la liberté de choix. C'est reconnaître que, quelles que soient les cartes que l'on nous a distribuées, c'est à nous de décider comment les jouer. Ce concept de responsabilité devient encore plus poignant lorsqu'on aborde le sujet du deuil et de la perte. Un domaine que Gordon Livingstone connaît intimement, non pas par la théorie, mais par la chair et le sang. Il a perdu 2 fils. L'un, Andrew, par suicide après une lutte contre la bipolarité, et l'autre, Lucas, emporté par une leucémie à l'âge de 6 ans. Face à une telle dévastation, la plupart des platitudes sur le « deuil » et la « fermeture », le fameux astérisque closure astérisque en anglais, semblent obscènes. Livingstone rejette l'idée que l'on se « remet » de la mort d'un enfant ou d'un être cher, comme on se remettrait d'une grippe. On ne tourne pas la page. On apprend simplement à vivre avec une page manquante. Il nous enseigne que le chagrin n'est pas un problème à résoudre, mais un processus à vivre. C'est le prix que nous payons pour l'amour. Si nous n'aimions pas profondément, nous ne souffririons pas profondément. Dans l'une des parties les plus touchantes de sa pensée, il explique que la seule façon de survivre à l'insupportable est de trouver un sens. Non pas dans la mort elle-même, qui est souvent absurde et injuste, mais dans la vie qui reste. C'est un acte de courage quotidien que de continuer à aimer un monde qui nous a tant pris. Et cela nous amène à la notion de courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'agir malgré la peur. Dans son expérience au Vietnam, Livingstone a vu l'absurdité de la guerre, l'incompétence des commandements, et la perte inutile de vies humaines. Il a écrit une prière satirique, la « prière du cheval noir », qui a failli lui coûter sa carrière militaire. Mais qui était un acte de défi nécessaire pour préserver son intégrité morale. Il nous rappelle que nous avons tous, à notre échelle, des actes de courage à poser. Parfois, le courage, c'est de quitter un emploi qui nous détruit, de mettre fin à une relation abusive.
Ou simplement de sortir du lit quand la dépression nous pèse. C'est aussi le courage de vieillir. Dans une société obsédée par la jeunesse, vieillir est vu comme une défaite. Mais Livingstone recadre cela, vieillir est un privilège refusé à beaucoup. Les rides sont les marques de nos rires et de nos pleurs, les témoins de notre survie. Le problème des personnes âgées n'est pas qu'elles sont vieilles, mais qu'elles sont souvent seules ou qu'elles se sentent inutiles. Notre devoir, en tant qu'individu et société, est de réintégrer cette sagesse, de ne pas parquer nos aînés dans l'oubli, car en les rejetant, c'est notre propre avenir que nous rejetons. Un autre aspect fascinant de sa philosophie concerne l'éducation des enfants. En tant que parents, nous sommes souvent consumés par l'anxiété de « bien faire ». Nous lisons des livres, nous suivons des méthodes, nous essayons de contrôler l'environnement de nos enfants pour leur garantir le succès. Mais Livingstone, avec une humilité désarmante, nous dit que notre influence est plus limitée que nous le pensons, et paradoxalement, c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas les sculpteurs de l'âme de nos enfants, nous sommes plutôt des jardiniers. Nous pouvons fournir un sol fertile, de l'eau et du soleil, c'est-à-dire de l'amour, de la sécurité et de l'exemple, mais la graine deviendra ce qu'elle doit devenir. Essayer de contrôler chaque aspect de la vie de son enfant est une recette pour le désastre et la rébellion. Ce que les enfants retiennent, ce n'est pas ce que nous leur disons de faire, mais qui nous sommes. Si nous voulons qu'ils soient honnêtes, courageux et aimants, nous devons l'être nous-mêmes. C'est aussi simple et aussi difficile que cela. Les prêchis-prêchats ne servent à rien si nos actes les contredisent. En avançant dans cette réflexion, nous touchons à la question du bonheur. Livingstone définit le bonheur non pas comme une destination ou un état permanent d'euphorie, mais comme un sous-produit. Le bonheur est ce qui arrive lorsque nous sommes occupés à faire autre chose, aimer quelqu'un, travailler à quelque chose qui a du sens. Ou espérer quelque chose. Il insiste sur ces trois composantes, quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer. Si l'un de ces piliers manque, l'édifice vacille. Et souvent, nous cherchons le bonheur au mauvais endroit. Nous pensons qu'il réside dans la consommation, dans l'accumulation de biens, ou dans la validation externe. Or, le plaisir éphémère d'un achat ou d'un compliment ne comble jamais le vide existentiel. Le véritable contentement vient de l'engagement, de la connexion avec les autres. C'est pourquoi l'isolement est si dangereux. Nous sommes des animaux sociaux, conçus pour vivre en tribu. L'individualisme forcené de notre époque est une impasse biologique et psychologique. Il y a aussi une place importante pour l'humour dans cette vision du monde. L'humour n'est pas une distraction triviale, c'est une forme de résilience suprême. Pouvoir rire de l'absurdité de la vie, et surtout rire de soi-même, est un signe de bonne santé mentale. C'est une façon de mettre de la distance entre nous et nos souffrances. De ne pas se prendre trop au sérieux alors que la mort nous attend tous au tournant. Comme le dit l'histoire des deux cow-boys cités dans le livre, l'humour surgit souvent dans les moments les plus sombres. Comme une étincelle de vie qui refuse de s'éteindre. C'est un acte de défiance face au néant. Mais revenons un instant sur la notion de pardon, car c'est peut-être l'un des concepts les plus mal compris. On pense souvent que pardonner, c'est faire une faveur à celui qui nous a offensés, ou c'est excuser l'inexcusable. Livingstone nous offre une perspective différente, le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est l'acte d'abandonner l'espoir que le passé aurait pu être différent. Tant que nous sommes accrochés à notre rancune, nous sommes enchaînés à la personne qui nous a blessés. Nous lui laissons un pouvoir immense sur notre présent. Pardonner, c'est reprendre ce pouvoir. C'est dire, ce que tu as fait m'a blessé, mais je refuse de laisser cette blessure définir le reste de ma vie. C'est une forme de lâcher-prise nécessaire pour avancer. Cela ne signifie pas oublier, ni renouer avec l'agresseur. Mais simplement couper le lien toxique de la haine pour libérer de l'espace pour autre chose. En filigrane de tous ces chapitres, il y a la question du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse et la plus rare, et pourtant nous le gaspillons comme s'il était infini. Nous reportons notre bonheur à plus tard, quand j'aurai cette promotion, quand les enfants seront grands, quand je serai à la retraite. Mais la vie, c'est ce qui se passe maintenant. Les tragédies personnelles de l'auteur lui ont appris que tout peut basculer en une seconde. Un coup de téléphone, un diagnostic, un accident, et le futur que nous avions planifié disparaît. Cette conscience de la mortalité ne doit pas nous rendre morbides, mais au contraire nous rendre vivants. Elle doit nous pousser à dire « je t'aime » aujourd'hui, à faire ce voyage maintenant, à pardonner sans attendre.
La procrastination dans le domaine des sentiments est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Il est également crucial de parler de la peur. Nous vivons dans une culture de la peur. Les médias, les politiques, les publicités jouent sur nos insécurités pour nous vendre des produits ou des idéologies. Nous avons peur de vieillir, peur de ne pas être aimés, peur des terroristes, peur des microbes. Mais Livingstone nous invite à examiner ces peurs. La plupart sont irrationnelles ou exagérées. Nous avons peur de l'avion mais nous prenons notre voiture sans ceinture. Nous avons peur des étrangers mais nous gardons des armes à feu chez nous qui sont statistiquement plus dangereuses pour notre famille que pour un intrus. Cette peur constante nous contracte, nous rend méfiants et hostiles. Le courage, c'est de regarder la réalité en face, d'évaluer les risques réels, et de choisir de vivre ouvertement malgré tout. C'est choisir la confiance plutôt que la paranoïa, car une vie passée à se protéger de tout est une vie qui n'a pas été vécue. Vers la fin de notre parcours avec le Dr Livingstone, nous sommes confrontés à l'idée que nous sommes les auteurs de notre propre histoire. Nous avons tendance à réécrire notre passé, à le romantiser ou à le noircir selon nos besoins actuels. C'est un mécanisme de défense naturel. Mais il faut être vigilant. Si nous idéalisons trop le passé, le présent nous semblera toujours fade et décevant. Si nous restons bloqués sur nos traumatismes passés, nous nous condamnons à être des victimes perpétuelles. La clé est d'intégrer notre passé, avec ses joies et ses douleurs, comme le fondement de qui nous sommes, mais de garder les yeux rivés sur l'horizon. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer la signification que nous lui donnons. Enfin, je voudrais terminer sur une note d'espoir, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Malgré la dureté de ses propos, malgré les vérités qui dérangent, le message de Gordon Livingstone est profondément optimiste. Il croit en la capacité de l'être humain à changer, à apprendre et à aimer, même après les pires catastrophes. Il nous dit que nous ne sommes pas condamnés par nos gènes ou notre enfance. Nous avons une marge de manœuvre, un espace de liberté où nous pouvons exercer notre volonté. C'est dans cet espace que se joue notre dignité. Il conclut souvent ses réflexions par l'idée que l'amour ne meurt jamais, même dans la mort. Les personnes que nous avons aimées et perdues continuent de vivre à travers nous, à travers les changements qu'elles ont opérés en nous. Nous sommes des mosaïques composées de tous ceux que nous avons croisés. Et notre tâche, tant que nous sommes ici, est de continuer à ajouter des pièces lumineuses à cette mosaïque. Alors, que retenir de tout cela? Peut-être simplement ceci, n'attendez pas. N'attendez pas d'être parfait pour aimer. N'attendez pas d'être sûr pour agir. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour devenir sage. La carte n'est pas le territoire, alors levez les yeux de la carte et regardez le monde tel qu'il est, avec ses dangers et ses merveilles. Prenez le risque d'être heureux. Comme l'a écrit le poète Raymond Carver dans son épitaphe, cité par Livingstone. Et as-tu obtenu ce que tu voulais de cette vie, malgré tout? Oui. Et que voulais-tu? Me dire bien aimé, me sentir aimé sur cette terre. C'est peut-être la seule ambition qui vaille. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt.